Donc, ancien ministre des Affaires étrangères, homme politique des années Mitterrand, vous êtes un fin observateur de l'époque et vous venez de publier un essai intitulé « Et après » qui vient d'être publié chez Fayard. Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Monsieur le Ministre. Et alors, y a-t-il un deuxième fauteuil ? C'est le moment terrible où je dois meubler pendant qu'on bouge les meubles, justement. Voilà. Voilà, donc je vous prie de venir me rejoindre. On peut saluer l'arrivée du Belvédrine. Vous mettez plutôt ici, ça vous va? Ça vous convient? Alors, dans cet essai dont je viens de parler, vous revenez bien sûr sur la crise sanitaire que nous traversons, qui constitue, comme vous le soulignez, c'est une première, c'est un premier trauma universel. C'est planétaire, voilà, personne n'y a échappé. Et plus largement, vous évoquez les enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés. Vous livrez une feuille de route pour agir, une feuille de route prospective, avec notamment la création d'un PIB écologique. Alors, ça ressemble à quoi? Alors d'abord, le peu que j'ai entendu est très encourageant, très intéressant, très positif, je pense que c'est la bonne approche. J'ai réfléchi à ça pendant le confinement, je me suis occupé, entre autres, en écrivant ce petit essai, et après, point d'interrogation, parce qu'on n'est pas sûr des suites. Et alors évidemment, il y a une première partie qui n'est pas écologique, je me demande au début... Comment se fait-il que des choses... C'est pas une crise, hein, c'est une mutation. On ne va pas sortir de la crise. On va vivre avec. Je me suis demandé pourquoi des prévisions aussi remarquables que celles de la CIA et de tous les livres blancs sur la défense, qui annonçaient à peu près ce qui s'est passé, étaient inaudibles. Parce que ça remet en cause tellement les fondamentaux de ce qui est devenu la mondialisation, en tout cas pour l'Occident et pour les classes moyennes supérieures, on va dire, dans le monde entier, que c'était trop, quoi. C'était impossible d'anticiper là-dessus. Donc il y a une réflexion à mener. J'entre pas dans les controverses pays par pays, ça n'a pas d'intérêt, mais je pense que le moment venu, mais c'est encore trop tôt, il faudra faire une sorte de bilan systématique de ce qu'était la politique des différents pays, organisations en termes de préparation ou non, alerte ou pas, confinement ou pas, déconfinement. Voilà. Et donc quand je mêle tout ça, pour aller tout de suite à votre question, je pense qu'en fait c'est une course de vitesse maintenant entre la désagrégation la destruction de la possibilité de vivre sur cette planète. Il ne s'agit pas de sauver la planète, c'est un slogan idiot, ça, mais c'est la vie sur la planète. Et donc il y a une course de vitesse entre ça, tout ce qui débloque, et puis ce que j'appelle l'écologisation. Parce qu'il me semble, en ayant lu beaucoup de choses, que le terme qui exprime le mieux ce dans quoi on est entré, notamment toute la partie la plus dynamique du monde économique, c'est un processus. Écologie, c'est un terme statique. C'est comme quand on dit industrie, ou agriculture. C'est statique. Écologisation, comme on a dit industrialisation, c'est un processus. C'est une politique. Et ça va s'étaler sur toute votre vie. On va en entendre parler toute notre vie, y compris les gens les plus jeunes ici. Ça va passer par des centaines, voire des milliers de batailles. Mais à partir du moment où on a intégré ça, c'est une bataille sur le rythme, en fait. Il n'y a plus les pour et contre, c'est dépassé. C'est une bataille sur le rythme. Comment on fait? Alors, dans ce paquet-là, puisque c'était votre question, il me semble quelque chose qui bride un peu les avancées qu'on a en tête, et qui rendrait service à tout le monde, à commencer par les entreprises et les investisseurs, c'est qu'on a des instruments économiques assez frustres. Le PIB, il mesure les flux, donc si on caricature, on ne peut pas le faire, mais disons, on va raser la forêt de Fontainebleau, on va la couvrir d'usines extrêmement polluantes, à l'ancienne, qui vont générer des cancers pour 30 ans, c'est de la croissance. Si on prend les instruments frustres, vous voyez. Donc il y a quelque chose, pas d'idiot, mais d'incomplet. Au-delà des flux, il faut mesurer les stocks. Et là, dans l'espèce, le patrimoine, la capacité d'une forêt à absorber du CO2, les capacités des océans, etc. Sauf que c'est très, très, très compliqué et que la plupart des gens, ces 20 dernières années, qui ont compris que les instruments de mesure qui guident les milliards de décisions quotidiennes en économie sont trop limités, ils sont partis trop loin, à mon avis, ils ont mélangé ça avec le bonheur, vous voyez. Le bonheur national, c'est immesurable, c'est absurde. Donc on perd du temps à faire ça. Donc je pense qu'il faut que des génies des mathématiques, des statistiques et de l'économie, comme le PIB, qui n'existait pas à un moment donné, je crois que les concepteurs du PIB ont eu le prix Nobel d'ailleurs. Donc il faut trouver un instrument raisonnable qui mesure les phénomènes de stock, pour que finalement, dans le calcul de ce qui est rentable ou pas,
de ce qui est intelligent ou pas pour investissement, aussi bien pour un PDG, mais aussi pour un trader fou, vous voyez, qui va vendre et acheter des milliers de trucs par minute. Bon, il faut qu'il y ait un guide qui dit non, ça c'est plus rentable. Ça n'a pas d'intérêt. Alors on a des anticipations, c'est tout le débat sur la taxe carbone. C'est le début d'un commencement de quelque chose qui deviendra énorme et systématique. Puis vous avez le fonds de pension norvégien, qui est le plus gros au monde, je crois, qui a décidé de se retirer des énergies non renouvelables, en disant c'est pas pour des raisons de militantisme écologique, mais simplement c'est pas l'avenir, quoi. Voyez. Donc c'est ça que j'appelle le PIB écologique. On trouvera peut-être une autre formule, mais c'est pour mettre l'accent sur ce point. Parce qu'on ne va pas convertir le monde entier à l'écologie. Hein. Non, c'est clair. Alors justement, cette idée de PIB écologique, enfin cette écologisation, comment on la partage dans le monde entier, puisque bien entendu, enfin c'est de la palissade, mais la réponse, elle doit être globale, avec en plus, ces dernières années, des signaux pas très encourageants, avec l'avènement au pouvoir de gens qui sont ouvertement climato-sceptiques. Il n'y a pas que le climat dans l'affaire. Hein. La biodiversité, il y a tout le reste. Il n'y a pas que le climat. Mais évidemment que les gens vont résister. Il y a des efforts gigantesques. Simplement, alors il y a des gens contre, comme les gens qui ont pendant longtemps dit que le réchauffement n'était pas assuré ou qu'il n'était pas forcément d'origine humaine. D'ailleurs, encore des gens du GIEC disent que c'est partagé, hein, les origines. Où il y a à peu près partout dans le monde, dans les pays développés, une dizaine de personnes qui ne contestent pas le réchauffement, mais qui disent on peut discuter sur les origines, mais c'est plutôt pire, parce que si c'est les éruptions solaires et pas nous, on peut encore moins faire quelque chose. Ouais. Bon. En tout cas, il n'y a pas que le climat, il y a tout ça. Donc il y aura des résistants gigantesques. Et ce n'est pas des gens méchants. Ce n'est pas des résistances forcément idéologiques. Quand à chaque grande étape des changements, des progrès dans l'histoire de l'humanité, les gens qui vivaient de la technologie d'avant, ils n'étaient pas contents, malheureux ou inquiets. Donc ils cassaient les métiers à tisser, ou ils étaient contre le train, etc. Contre le charbon, si on vivait de la vente du bois, bon, c'est pas étonnant, il ne faut pas s'en indigner. Donc il faut avoir ça en tête. Et il faut faire attention d'ailleurs à une espèce de surenchère européenne notamment, qu'on voit typiquement à travers le vote bobo de centre-ville, si vous voulez. C'est qu'on est aux antipodes de ce que pensent les trois quarts de l'humanité quand même. Et donc si on va trop loin dans une espèce d'utopie un peu maso, quoi, pour justement au centre-ville, l'histoire des chauffages de Barthes, c'est des conneries tout ça. Et le vrai problème, c'est qu'il faudrait convaincre les Chinois, les Indiens de sortir du charbon, quitte à passer pour 30 ans par le nucléaire. Donc comme les écologistes dans les pays développés, à cause de l'origine des Verts allemands, qui étaient surtout mobilisés contre le nucléaire militaire, le nucléaire américain de l'Alliance Atlantique face à l'Union soviétique, dont ça a débordé sur tout le reste. Il y a ce blocage, alors qu'en réalité, techniquement, on ne peut pas se passer du nucléaire pendant encore assez longtemps. Ça dépend quelle est la priorité. Si la priorité, c'est la diminution du CO2, c'est évident que par exemple, l'affaire Fessenheim, c'est une décision purement démago, ça. Purement électoraliste démago. Bien sûr, dès qu'on pourra, il faudra se passer du nucléaire, mais tant qu'on n'a pas trouvé des moyens totalement nouveaux et inédits de stocker durablement l'électricité produite par le soleil, il faut être raisonnable. Donc, vous voyez, je suis très écologisation, mais très rationnel quand même. Je pense qu'il faut réintroduire de la science. La réaction écologique anti-scientifique, c'est une impasse complète. Ça ne marchera pas. Alors, il y a peut-être que des petits bouts de ville qui sont gérés comme ça, mais ça ne va pas résoudre notre problème. Donc, le problème, c'est ce décalage entre la prise de conscience qui a lieu donc en Europe, essentiellement. Ce que fait la petite Suédoise, par exemple, ça n'aide en rien. C'est très bien, c'est émouvant par certains côtés. C'est même impressionnant dans certains cas. Mais ce n'est pas ça qui nous donne les super batteries d'avenir. Hein. C'est pas ça qui fait que les climatiseurs qui vont se développer de façon phénoménale dans le monde entier vont utiliser moins d'énergie. On a besoin, c'est pas comme ça qu'on va rendre l'agriculture biologique, ou en tout cas raisonnée, on va dire, aussi compétitive et productive que l'agriculture ultra-chimique des 70 dernières années. Donc on a besoin d'énormément d'inventions. Et ça nous renvoie à quelque chose qui a été abordé rapidement à la fin de votre échange, j'ai entendu, c'est la question du rythme. Et on ne peut pas, si on veut faire de l'Europe une espèce de cité complètement utopique par rapport à ça, d'abord ça ne marchera pas, parce que vous aurez des phénomènes gilets jaunes puissance 10, sans arrêt.
Et donc les gouvernements vont craquer, ils n'y arriveront pas en fait. Même s'ils veulent faire quelque chose. Les entreprises qui iront trop vite, trop bien dans l'exemplarité, qui oublieront que leur priorité de base, c'est qu'elles fonctionnent quand même. C'est qu'elles arrivent à fonctionner en dégageant un profit pour investir et pour continuer. Si on va trop loin, ça va tourner court et ça sera comme les utopies des phalanstères, vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a un problème de réarticulation entre ce qu'on peut faire le mieux possible, le plus vite possible. J'ai entendu, vous disiez on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais ça ne fournit pas de solution. Même si vous dites, vous, on n'a pas le temps, vous allez dire aux Chinois, qu'est-ce que vous allez dire aux Chinois? Alors justement, qu'est-ce qu'on leur dit aux Chinois? Moi, on ne peut pas dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce que j'ai entendu à la fin, c'est très très bien pour un public européen, mais les 3/4 du monde, ils veulent plus de biens matériels. Ils veulent vivre mieux. Ils n'en sont pas au stade où ils sont tellement saturés de biens matériels inutiles qu'ils vont dire on va retrouver le sens de la vie avec des loisirs intelligents. Ils n'en sont pas là. On ne peut pas dire ça en Afrique, on ne peut pas dire ça en Inde, on ne peut pas dire ça en Chine, on ne peut pas dire ça dans une grande partie, même dans les Balkans, on ne peut pas dire ça, vous voyez. Donc je comprends très bien qu'on le dise dans certains cas, et c'est merveilleux si ça permet à des gens d'avoir une vie encore plus intéressante, plus motivante, qui apporte plus en termes d'épanouissement, mais il faut qu'on trouve en même temps un langage qui soit tenable par rapport aux autres et qui ne nous dise pas mais c'est un truc de luxe. Vous voyez, nous, regardez la quantité d'Indiens qui n'ont même pas accès à l'eau potable. La Chine, par des procédés peut-être violents qu'on peut regretter et contester, mais a sorti de la pauvreté la plus abjecte 300, 400, 500 millions de types. Ce n'est pas le cas en Inde. En Inde, il y a Bombay, il y a Bangalore, etc. Mais vous avez aussi quand même des 300 millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je ne parle même pas des eaux usées, etc. Donc il faut trouver un... Comment dire, je comprends la légitimité, je ne conteste pas des discours qui peuvent être tenus à Paris, à Berlin, à Copenhague, etc. Je comprends très bien ça. Oui, parce que si on ne rêve pas ici, où est-ce qu'on peut rêver finalement? Non, mais c'est pas ça qui va entraîner les autres. C'est pour ça que l'idée de l'écologisation, dans lequel le monde entier va entrer, mais chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Ça passera par des batailles monumentales. Et il y aura des tas de décisions pénibles à prendre, du genre, on interdit les néocotinoïdes, tant mieux, très bien, puisque s'il n'y a plus d'abeilles, vous voyez les conséquences. Et puis on est obligé de suspendre à un moment donné, parce qu'il y a, je ne sais plus combien de gens, 200 000 personnes peut-être qui vivent de la betterave. Bon, d'autre part, on entend partout dans le sud de la France, et pas que dans le sud, des gens qui sont plutôt écolos de réaction, qui disent mais c'est plus possible parce que comme il y a tel produit qu'on peut plus utiliser, on est envahi de guêpes et de frelons comme ça n'a jamais été le cas. Jamais le frelon asiatique se serait développé s'il y avait des produits d'autrefois. Et puis il y a des insectes dangereux. Les maladies qu'apporte le moustique tigre sont dangereuses, par exemple. Bon. Donc il faudra, ça me ramène au rythme, ça. Donc ça va être effrayant de gouverner. C'est devenu impossible de gouverner dans les démocraties en tout cas. Mais ça va être très compliqué et pour décider à la tête des grandes entreprises, ça va être très compliqué. Mais dans certains cas, on va dire, allez, j'avance un peu plus vite que les autres, mais dans mon domaine industriel, si j'avance trop, je suis foutu, quoi. Donc il faut que j'avance un peu plus vite que le secteur. Ou alors, au contraire, j'attends qu'elle se soit consolidée. Et puis les gouvernements, il faut qu'ils jouent sans arrêt sur les différents secteurs de l'opinion. Mais c'est à l'intérieur d'un processus d'écologisation. Sans rentrer évidemment dans des polémiques nominatives, est-ce que vous pensez, vous, que notre classe de dirigeants actuelle a le bon logiciel pour envisager ce changement de paradigme, avec toute la difficulté que vous nommez à satisfaire les uns et les autres? Je pense que dans les démocraties modernes, globalement, il y avait des gouvernements qui font ce qu'ils peuvent, et ils répondaient à la demande massive qui est une demande sociale, en gros. Pas une demande culturelle ou écologique, etc. Mais ils sont obligés de s'y faire parce que l'opinion bouge, parce qu'ils ont des enfants qui les engueulent. Bon, oui. Donc tout le monde bouge. Mais ils ne bougent pas parce qu'ils se sont convertis d'une façon idéologique, et tant mieux d'ailleurs. Donc ils veulent faire le mieux possible, mais ils sont obligés de tenir compte de l'ensemble des secteurs de la société. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui ne veulent pas. Par exemple, là, les batailles là, au début de la présidence Macron,
sur les vieilles bagnoles, etc. C'était idiot de s'en prendre à des gens. D'abord, les diesels modernes polluent beaucoup moins que même les moteurs à essence d'il y a 5 ans. Bon, donc il y a un changement, il y a une révolution automobile qui va très 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 vite. Et donc s'en prendre à des gens qui, dans le Limousin, ou je sais pas où, dans le Languedoc, donc une vieille bagnole pourrie qui pollue pour aller à la préfecture, pour faire tout ça, des gens qui ne savent pas servir d'Internet, c'était complètement idiot comme approche. Donc il faut être très très clair sur le cap, vous voyez, et en même temps très 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 pragmatique dans la mise en œuvre. Donc est-ce que les gens, oui, de facto, il n'y aura plus que des dirigeants qui vont dire je vais faire le mieux possible. Mais dans ce secteur-là, on ne peut pas. On n'a pas de solution de remplacement. En matière de glyphosate, par exemple, on sait très bien que dans certains domaines, ça fait s'effondrer de moitié la production. Alors, il y a certains qui font du vin, par exemple, de qualité, qui disent c'est formidable, parce qu'on va produire 2 fois moins, mais on va vendre 3 fois plus cher. Bon, on va s'en sortir. Mais pour énormément de gens, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver des alternatives. Il ne faut pas engueuler les gens, il ne faut pas les harceler, parce que personne ne se lève le matin en disant qu'est-ce que je peux faire contre la planète ce matin. Les gens, ils ont une activité parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autrement, ou ils n'ont pas encore l'idée qu'ils pourraient faire autrement, on ne leur a pas proposé, donc il faut donner des choix, vous voyez. Ça m'amène beaucoup à l'invention quand même. Invention, science, c'est plus ça que les politiques. Donc c'est les gens, mais par exemple, on me dit, j'en sais rien, mais on me dit que la demande de produits biologiques, y compris dans les grandes surfaces de Seine-Saint-Denis, donc partout, c'est pas que dans le 7e. Bien sûr. Il y a une demande qui augmente énormément. Tant mieux, très bien. Alors c'est pas tout très biologique, mais enfin c'est en tout cas moins pire qu'avant. Mais les agriculteurs ont du mal à suivre. Parce que si un type se change tout seul, et ses champs passent en bio, mais que tout le monde autour ne passe pas en bio, il y a le vent, ça, bon. Donc il faut accompagner. Donc à nouveau, c'est le rythme. C'est un acte de candidature, votre essai? Comment? C'est un acte de candidature, non? Non. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie au cœur du vrai pouvoir, pas dans la politique en m'agitant, mais au cœur du vrai pouvoir. Je sais ce que c'est. Et donc après, j'ai fait des choix différents, et chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai fait des missions, j'ai aidé les présidents successifs. Non, j'ai simplement proposé un mode d'organisation à un moment donné, parce que je pense que l'écologisation, ça va dépendre de tout le monde, de vous, et puis des clients, et puis des décideurs, et puis des maires, des trucs, bon, des chercheurs, tout ça. Mais en termes d'organisation gouvernementale, je pense qu'on ne peut pas confier ce que j'appelle donc moi l'écologisation à un ministre seul, même s'il a un rang important. Parce qu'en réalité, ça concerne tout le monde, vous voyez. Et je ne pense pas qu'on puisse faire ça et gérer au jour le jour, parce qu'aussitôt vous êtes confronté à la résistance forte de ceux qui ne veulent pas bouger. En tout cas, pas tout de suite, pas maintenant. Donc j'ai suggéré, mais je crois que certains pays d'Europe l'ont fait, qu'il y ait un vice-premier ministre chargé de l'écologisation. Ce n'est pas quelqu'un qui gère avec des directions, vous voyez, qui réglemente, mais c'est quelqu'un qui doit être là. On peut l'appeler autrement, j'ai appelé ça vice-premier ministre, mais peu importe. C'est quelqu'un qui dit sans arrêt au ministre de l'Agriculture, mais toi, t'en es où? Mais t'en es où? Quels sont les plans que tu fais? Ah bah les syndicats veulent pas. Oui, d'accord, ils veulent pas tout de suite, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans 2 ans? Bon. Et puis les transports, ceci, cela, l'éducation. Quelqu'un qui relance sans arrêt. Et tous les ans, ce serait utile dans notre pays, mais c'est vrai aussi en Corée ou en Afrique du Sud. Tous les ans, il dirait, voilà, avec l'aide de sages, d'experts, une sorte de GIEC plus large, vous voyez. Voilà là où on a avancé, très bien. Là, on pourrait avancer plus vite, peut-être. Là, on a stagné, on comprend pourquoi, mais c'est quand même dommage. Là, on a régressé, il faut essayer de corriger. Quelque chose qui est clair, mais qui ne soit pas du tout politique. Ce n'est pas un parti contre d'autres partis, vous voyez. Transversal. Et vous êtes entendu au plus haut là-dessus? C'est pas du tout une candidature de rien. La seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir continuer à m'exprimer. Et vous avez été entendu sur cette idée pas sur la fonction, puisque la fonction n'a pas été créée, mais je savais bien qu'elle serait. Puis c'est compliqué pour un Premier ministre, quel qu'il soit, d'avoir à côté de lui, dans un domaine qui va devenir si important, un vice-premier chargé de l'écologisation. Bon. Mais c'est pour faire réfléchir sur le fait que ce soit transversal, vous voyez. J'ai été entendu parce que plein de gens lisent le livre et puis m'écrivent ou on discute.
Un mot peut-être sur les entreprises. On a beaucoup parlé des politiques, des institutions. Les entreprises dans tout ça, selon vous, leur rôle? Attendez, elles sont fondamentales. Hein. Il n'y a pas à opposer tout ça. Et d'ailleurs, de quelque part dans le petit essai, là, j'oppose, quand on a commencé à confiner, les théoriciens de la mondialisation. Il y a plein de gens qui ont dit mais c'est horrible de remettre en cause la mondialisation, qui est quand même l'avenir, la modernité, tous ces crétins archaïques qui critiquent la mondialisation, c'est le bonheur, la liberté, le mouvement permanent, blablabla. Il y a eu plein d'articles comme ça, y compris des commentaires exagérés sur les atteintes aux libertés, parce que tout simplement il faut mettre un masque. Bon voilà, ça m'a fait penser, je lis dans le livre, au gémissement quand il y a eu la création des ceintures de sécurité dans les voitures. Il y a des gens qui écrivaient en disant c'est une atteinte à nos libertés fondamentales d'aller se tuer dans un platane. Bon, absurde. Bon, donc j'ai pas pris ça du tout comme ça, mais j'ai remarqué déjà en avril et mai que les praticiens de la mondialisation, les praticiens, et les patrons des grandes entreprises, mais les patrons de toutes les entreprises en fait, des plus grosses Total aux start-up, vous voyez, ils étaient beaucoup plus pragmatiques là-dessus. Ils ont un rôle essentiel. Par exemple, le discours de Pouyanné est très intéressant. Pouyanné, au début donc en avril, il y a pas mal de syndicats, d'organisations, etc., au niveau français mais européen, aussi en Allemagne, qui disent oh là là, il y a cette pandémie, c'est terrible, il faut vraiment bazarder tous les critères écologiques qui vont nous étrangler, on va en profiter. Du balai. Et très vite, Madame von der Leyen, ça c'est avant le plan de relance Merkel-Macron, auquel l'Allemagne s'est ralliée parce que ils ont bien compris que si l'industrie de l'Italie du Nord était paralysée, l'industrie automobile allemande est foutue. C'est pas une conversion à l'idée théorique d'Europe, hein. C'est un truc très très concret, mais donc c'est plus solide. Bon. Alors, Madame von der Leyen, qui avait fait le Green Deal, elle a dit mais pas du tout. Il n'y a aucune raison de remettre ça en cause. Le réchauffement climatique est toujours là. Très bien. Et après, un certain nombre de gens ont dit, mais non, on est obligé d'entrer dans cette mutation que certains appellent transition ou écologisation, parce que les éléments fondamentaux sont là. Ça, c'est les entreprises. Sans parler d'un nombre phénoménal de start-up qui font un boulot magnifique, parce qu'ils inventent toutes les semaines, il y a quelqu'un qui invente un truc génial, une molécule qui est moins pire qu'avant, ou une façon de stocker. Enfin, dans tous les domaines, il y a une créativité magnifique. Et donc, Pouyanné, je prends Pouyanné, évidemment parce que c'est la première entreprise française, mais parce qu'il est assez différent des autres majors au début. Donc lui, il a dit, c'est une tendance de fond, et Total va devenir une entreprise qui va produire de l'électricité, avec de moins en moins de pétrole. Avec encore du pétrole, bon, mais c'était l'origine, le pétrole. Et donc il est entré, et le fait qu'il ait dit ça, ça a eu un effet sur d'autres compagnies européennes, genre BP, pas sur les américaines encore. Les Américains, ils disent on s'en fout de tout ça, rien à foutre, et on continue à faire du pétrole de schiste, enfin, tout ce qu'il y a de pire. C'est d'ailleurs pour vendre le gaz de schiste qu'ils sont en train de torpiller le gazoduc Russie-Allemagne. Nord Stream 2, sous prétexte de lutter contre la dépendance extrême de l'Europe par rapport à la Russie, mais en fait c'est pour écouler le gaz de schiste via la Pologne. Donc il faut torpiller le truc, vous voyez, grosse bataille. Donc dans ce tableau où les grandes entreprises américaines, les gens de Californie, c'est encore différent, ne bougent pas, moi j'ai trouvé que le patron de la première entreprise française disant ça, c'était bien. Et de toute façon, il n'y a pas de solution sans les entreprises, je ne comprends même pas les... Enfin, je comprends que vous posiez la question, parce que certains se la posent, mais je ne comprends pas que certains se la posent. C'est évident qui va changer si ce n'est les entreprises. Voilà. Alors après, le rythme n'est pas le même selon que vous travaillez dans l'aéronautique ou dans le pétrole ou dans l'agro-industrie ou dans le ferroviaire, c'est différent. Les rythmes ne seront pas les mêmes. Il y aura à chaque fois les batailles que j'ai citées tout à l'heure sur est-ce qu'on le fait tout de suite, dans 6 mois, dans 2 ans. Est-ce que j'attends que mes concurrents soient au même point ou est-ce que je les devance? Est-ce que je ne m'expose pas trop si je les devance? Et ça, c'est le monde de l'entreprise. Il n'y a pas, non, écoutez, il n'y a que les écologistes les plus idéologiques, donc issus d'un gauchisme vraiment systématique, et qui ont voulu
raconter que tous ces drames s'étaient liés au capitalisme, c'est complètement débile, parce que le bilan écologique des pays communistes était 10 fois pire, en fait. Le bilan écologique réel, même le monde l'a dit, ça, il y a quelques années. Le bilan écologique de l'URSS, de la Chine, tout ça, effrayant. C'est pas lié au capitalisme, c'est lié au productivisme, en fait. Et ça, le productivisme, c'est depuis la révolution industrielle. Et on ne va pas convaincre le reste de l'humanité qu'il faut abandonner ça. Il faut arriver à les convaincre qu'on peut se développer autrement, que la mondialisation peut continuer autrement. Très bien. Alors j'ai une dernière question, un peu provoque. François Decloset parle d'une génération prédatrice qui est aujourd'hui aux affaires finalement encore, avec un logiciel très ancien. Vous, votre regard là-dessus, enfin sans vouloir opposer de façon schématique les générations, c'est quoi votre regard là-dessus? Non, c'est trop maso comme formule. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça, parce que ce n'est pas cette génération ou celle d'avant ou celle d'encore avant. Ça remonte à la révolution industrielle. Ce qui change, c'est quand on arrive à partir du charbon à produire de l'énergie. Bon, sinon, on va revenir à l'esclavage qui était pratiqué dans toutes les civilisations qu'on a connues, parce qu'il fallait que des gens fassent les travaux pénibles. Bon, c'est à partir du moment où on produit de l'énergie autrement que ça change tout. Donc ce n'est pas une génération, c'est 2 siècles. Il y a 2 siècles, et ça a changé la face du monde. Ça a donné d'ailleurs objectivement une supériorité incroyable aux Européens et à l'Occident, qui ont dominé le monde pendant 2 à 3 siècles, bien ou mal, ça c'est un autre débat. Et maintenant c'est une autre étape. Les Occidentaux restent très puissants, très riches et tout ce qu'on veut, mais ils n'ont plus le monopole de ça. Donc c'est pas une génération, donc ça ne sert à rien de mettre l'accent. J'emploie jamais le terme stigmatisé que tout le monde emploie toute la journée, ça devient totalement grotesque. Mais c'est pas une génération, c'est les gens qui se sont développés, ils étaient heureux de se développer, les 30 Glorieuses, les gens étaient très contents, etc., etc. Et encore une fois, personne n'a fait ça pour nuire. Personne ne dit « Ah, j'ai fait ça parce que je suis pour l'effondrement de la biodiversité ». Ça n'existe pas, vous voyez. Personne ne dit ça en disant qu'il faut augmenter la pollution parce que un jour la Terre serait inhabitable. Donc c'est pas la peine de prendre ce ton. Deuxièmement, dans une génération, il y a le pire et le meilleur, il y a tout mélangé. Il y a des tas de gens qui ont des points de vue différents. Mais c'est vrai que l'Occident et le monde entier maintenant, parce que les Chinois pensent ça, étaient productivistes. Qu'ils soient communistes ou capitalistes, c'est pareil, productivistes. Bon. Et ce n'est pas une question de responsabilité, de toute façon. Il n'y a pas de responsabilité collective ni transmissible. Donc je comprends pourquoi il dit ça, c'est quelqu'un de très bien en plus. Moi j'aime bien, c'est intelligent ce qu'il dit, mais là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de regrouper comme ça. Il faut comprendre les mécanismes qui nous ont conduits là, comprendre pourquoi ça reste des mécanismes dominants dans toutes les parties du monde, sauf l'Europe, un peu le Canada, vous voyez. Puis 2-3 pays très spéciaux comme le Costa Rica. Il y a des pays comme ça, le Bhoutan, bon, mais ça ne compte pas globalement. Donc il faut comprendre que ces mécanismes sont toujours à l'œuvre. Les gens veulent toujours se développer, pouvoir acheter une maison, avoir une voiture, que ça aille mieux pour les enfants. Pour les Chinois, notre discours, c'est inaudible. Hein. Les Chinois, ils comparent à la vie de leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents, parents, tout ça, et bon. Donc une des urgences, c'est précisément pour ceux qui ont des relais internationaux, qui ont une influence, c'est de faire trouver des mécanismes pour que ceci rentre dans la tête des émergents. Et c'est pas de nous frapper la poitrine, nous il faut qu'on trouve les avancées d'écologisation les plus intelligentes, les plus pragmatiques, qui fait que les gens ne vont pas décrocher en route. Mais il faut s'intéresser aux autres. Alors là, juste un point, parce que mon discours, vous devez le trouver sans effet pratique sur la Chine et l'Inde. Mais par exemple, il y a une conférence sur la biodiversité en Chine l'an prochain. Vous savez, les COP, Conference of the Parties. Bon, comme il y a sur le climat, il y en a aussi sur la biodiversité. Les Chinois, pendant 30 ans, on a vu l'évolution rapide. Hein. Au sommet de Rio, en 1994, qui est le dernier grand sommet écologique, le premier où était Mitterrand d'ailleurs, en 1994, les Chinois disaient « Toutes vos histoires, c'est de l'invention. Le climat, ça a toujours changé. Tout ça, c'est bidon. C'est des trucs pour nous empêcher de nous développer. » Et ça, c'est un discours populaire quand même dans 100 pays. Ce que dit Trump aussi, d'ailleurs.
Alors, oui, mais Trump, oui, c'est un peu Trump aussi qui dit, moi je m'en fous et je m'intéresse au job pour mes électeurs du Middle West. Bon. Donc ça n'a pas disparu, Bolsonaro, il y a des gens comme ça, c'est pas le mouvement général, mais en tout cas les Chinois, la Chine, c'est autre chose. Hein. Ils disaient ça. Quelques années après, ils disaient, bon, il y a peut-être un lien avec l'activité humaine, c'est pas sûr, mais peut-être, mais de toute façon, c'est pas de notre faute. C'est pas nous qui avons fait la révolution industrielle. C'est vrai en plus. Bon, c'est pas nous qui avons inventé le charbon, machine à vapeur et compagnie. Donc c'est de votre faute. Donc tout le CO2 dont vous parlez, si c'est vrai, qui est accumulé, c'est vous. Donc c'est vous qui devez payer. Ça, c'est les Chinois à la conférence de, je sais pas, Copenhague ou une autre conférence comme ça, qui aboutit à rien. Et puis petit à petit, en Chine, même en Chine, pas parce que les gens se soucient du climat à long terme, mais parce qu'ils voient concrètement les effets du réchauffement et surtout la pollution. Ça n'a rien à voir, la pollution. Mais la pollution est devenue telle, notamment à Shanghai, à Pékin, qu'il faut des masques comme vous avez, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. Et puis on trouve plus de... Dans les grandes entreprises, il y a des gens qui sont... On sait qu'on a du mal à trouver des gens pour les envoyer là. En tout cas, ils n'y vont pas s'ils ont des petits-enfants. Parce qu'on ne sait pas dans quelle école les mettre. Alors il faut les enfermer dans des espèces de cocons complets. Et pour les diplomates, c'est pareil. Alors du coup, ça fait bouger les Chinois. Même le pouvoir chinois, qui est un pouvoir ultra-autoritaire, mais il y a quand même 600 millions d'Internet chinois ou 700 millions qui parlent de tout, y compris de ça. Donc ils ont bougé. Sinon, il n'y aurait pas eu le résultat à Paris, obtenu par Fabius, la conférence de Paris. Évidemment, ça ne va pas assez loin. Évidemment, il n'y a pas de mesure de contrainte. Mais bon, de toute façon, il n'y aura jamais de martiens pour imposer à la Terre entière. Donc ça peut arriver que par un processus interne dans les sociétés d'autoconduction. Ne jurez de rien, vous savez. Comment ? Ne jurez de rien. L'année 2020 nous a procuré des surprises. Sur les martiens, c'est ça. Ah, il faut que ce soit des bons martiens. Parce que, bon, mais on n'est pas sûr. C'est possible. Ouais. Bref, la Chine est moins fermée. Et la Chine, là, ils relancent le charbon, malheureusement, comme en Inde à cause de la crise, mais ils étaient plutôt entrés dans un processus de fermeture du charbon. Parce que même l'Allemagne n'a pas compris. En raison d'une décision totalement démagique d'il y a 10 ans de sortir du nucléaire trop tôt, du coup, ils ont relancé le charbon en pratique. C'est lamentable, ça, du point de vue allemand, polonais, c'est pareil. Donc les Chinois deviennent plus disponibles. Et comme il y a une conférence sur la biodiversité en Chine l'an prochain, compte tenu du fait qu'ils vont essayer de redorer leur blason, bon, moi je pense qu'il peut y avoir des avancées. Alors là, je ne suis pas en train de parler climat, je parle biodiversité. Hein. Mais quand même, il y a un lien, puis un lien avec l'agriculture, l'agro-industrie, donc la déforestation, donc le déconfinement des virus. C'est lié tout ça. Donc il y a, dans ce tableau, je ne veux pas que vous gardiez là l'idée que, bon, on va faire le mieux possible, nous, en Europe, mais qu'on n'a aucune influence sur le reste. Et dans chacun de ces pays, il y a quand même, comme ils se sont développés de façon faramineuse, hein, il y a quand même des gens qui commencent à se dire, mais oui, on ne peut pas être complètement ignorant de ces questions. Il y a des ONG, il y a des associations. Les Chinois, ils ont sauvé le panda, par exemple. C'est un petit truc, vous allez me dire, mais quand même. Mais la vraie question est là, c'est ce décalage. Donc c'est un énorme job devant nous. Ça sera le mot de la fin. Et encore une fois, je redis aux gens les plus jeunes, je ne vois pas où ils sont, il y en a forcément, plus jeunes que d'autres, ça va être toute votre vie. C'est clair. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'avoir partagé votre regard avec nous.